Moi, je souhaite, très profondément, je ne sais pas si ça arrivera, mais je souhaite que l'État, maintenant, qu'il y ait une sanction ou un contrôle des lanceurs d'alerte fantasques, si vous voulez, des gens qui racontent des bêtises, que la presse reprend en disant moi j'ai le syndrome de la ménopause parce que j'ai eu le vaccin contre le papillomavirus, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu ça, cela, la presse rapporte ça, et il n'y a pas de contre-pouvoir à cette folie de tiens, encore une raison d'avoir peur contre un véritable projet de santé publique. Et donc, moi je souhaite qu'un jour se mettent en place, si vous voulez, des structures qui permettent de sanctionner des fausses alertes qui sont antagonistes de la réalité scientifique. Je ne crois pas à la censure de la vérité scientifique, même si les politiques ou des journalistes y croient, mais en réalité, je suis pour la censure des fausses informations. Donc on ne peut pas véhiculer dans la presse le fait que quelqu'un téléphone en disant « écoutez, on m'a vacciné ». Je vous le dis parce que je l'ai lu. Hein. Donc à l'époque, on m'a vacciné contre le papillomavirus et depuis, j'ai mal à la tête, je me sens comme si j'avais la ménopause. Donc tous les effets nocebo, les effets délétères des injections qui n'ont rien à voir avec l'injection, il faut faire très attention de manier ça avec prudence parce qu'il faut des années ensuite pour récupérer des bruits qui ont véhiculé et qui ont été transmis sans vérification pour faire du scoop. Alors avec nous ce soir le professeur Didier Raoult, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service microbiologie à l'hôpital de la Timone. Alors cette première question, est-ce que le dispositif de vaccination, le dispositif général en France, est prêt aujourd'hui pour faire face à une pandémie d'ampleur? Qu'est-ce qu'on peut dire? Précisément, il y a des doses vaccinales, les choses sont organisées. Moi j'aurais préféré que la vaccination soit moins dramatisée. Je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi il y a une telle dramatisation de cette vaccination, qui est une vaccination ordinaire contre la grippe, et qui de mon point de vue aurait dû être traitée de la même manière, ce qui aurait évité que les gens perçoivent une espèce de danger qui n'a pas de raison d'être. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont craintifs. Ils ont peur d'effets secondaires. On le sent. Hein, on dit que 76% des Français n'iront pas se faire vacciner, et notamment pour cette raison. Est-ce qu'il y a vraiment un risque, soyons clairs, oui ou non, à aller se faire vacciner contre la grippe A aujourd'hui? Écoutez, pas plus avec la grippe cette année que les autres années. Il n'y a pas de raison. C'est un vaccin qui n'est pas du tout un vaccin vivant. C'est une technique qu'on connaît. Il n'y a rien de nouveau ni de bien particulier, si vous voulez. Donc, il est suscité une émotion. Je ne sais pas si c'est lié à la communication des uns, si c'est dû à cette accélération par les médias, mais il y a incontestablement, ce vaccin n'est pas traité avec la sérénité avec laquelle... Je n'ai pas bien compris, en tout cas. Avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de regarder un sujet, parce que parmi les personnes considérées comme prioritaires depuis ce matin pour recevoir le vaccin, il y a le personnel hospitalier et les médecins généralistes. Seule une petite minorité d'entre eux se sont d'ores et déjà fait vacciner. Alors Annie Almarcha et Ludovic Moreau ont voulu savoir pourquoi. Le débat sur l'innocuité du vaccin antigrippal est toujours d'actualité dans les hôpitaux. Personnel soignant et médecins restent divisés. Les opposants à la vaccination rappellent l'épisode malheureux de la campagne de vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Selon certaines études, il y aurait très rarement un lien entre ce vaccin et la sclérose en plaques. Cette fois, une partie du personnel de santé se méfie. Vous savez, c'est un produit qui est sorti très rapidement. Bon, il y a des adjuvants qu'on ne connaît pas obligatoirement. Il y a de la réticence de la part du personnel, pas que du personnel soignant d'ailleurs, y compris du personnel médical. Le masque devrait suffire. Écartés de la campagne de vaccination, les médecins généralistes ne contestent pas le principe, mais ils n'aiment pas la méthode employée. Le ministère a oublié qu'il avait par exemple dans la ville de Marseille, puisqu'on y est, 1500 agents vaccinateurs. C'est-à-dire que le médecin traitant, loi de 2004, et le médecin de premier recours, loi de 2009, c'est celui qui pouvait faire le vaccin utilement, rapidement et de façon non anonyme, en réglant les problèmes de priorité avec ses patients qu'il connaît bien. Personne ne connaît mieux le patient que le médecin traitant. La vaccination des personnels de santé n'est pas obligatoire. Chacun devra donc agir en son âme et conscience. Oui, alors on le voit, il y a de fortes réticences, y compris au sein de la profession médicale. Est-ce que vous avez, à l'instar de certains de vos confrères, aujourd'hui envie de lancer un appel? Premièrement, au niveau hospitalier, ça n'est pas exact. La proportion de la population médicale et des étudiants qui est vaccinée est très bonne. En revanche, c'est vrai qu'au niveau du personnel paramédical, il y a une moins bonne couverture vaccinale maintenant que ce qu'on avait dans les années précédentes. Et ce que dit le médecin général, je suis en partie d'accord avec lui, c'est-à-dire que je pense que c'est vrai que la vaccination aurait dû être organisée, moi je l'ai écrit d'ailleurs dans le bulletin du Conseil de l'Ordre, avec et par les médecins généralistes, et le fait d'avoir organisé des circuits tellement particuliers, tellement différents, amène à une espèce de soupçon que quelque chose se passe dans ce vaccin qui n'est pas bien normal. Et donc je pense qu'il fallait le dédramatiser, faire la même chose que les autres années, en insistant sur le fait qu'il fallait être encore plus attentif cette année, parce que le risque de cas qu'on risque d'avoir cette année risque d'être 10 fois plus important que les années précédentes. Donc c'est vraiment le point important. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu, professeur Raoult, à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Notre page médecine maintenant. Tout le monde se souvient de la vaccination massive contre le virus H1N1 organisée en 2009 par Roselyne Bachelot. Et bien 4 ans plus tard, des chercheurs français ont établi que ce vaccin n'avait pas été anodin pour tout le monde. Au moins 60 patients sont atteints de graves troubles du sommeil en France. Ils sont victimes de narcolepsie qui provoque des endormissements incontrôlables. Explication Christophe de Valambra, Bernard Benarme. En 2009, plus de 5,5 millions de Français ont été vaccinés contre la grippe H1N1. Une étude établit aujourd'hui une concordance directe entre cette vaccination et des cas de narcolepsie, une maladie qui provoque des endormissements soudains et incontrôlés. Les chercheurs estiment qu'en France, pour l'instant, environ 60 personnes ont contracté cette maladie après une vaccination H1N1. Probablement, il y a une protéine dans le vaccin et dans le virus lui-même qui peut favoriser la narcolepsie. On ne pouvait pas le prévoir, c'est vraiment un point important. Ça ne pouvait pas être considéré comme un effet secondaire au préalable, car aucun vaccin n'a déclenché la narcolepsie initialement. C'est une découverte fortuite, je dirais. Dès 2010, des études finlandaises et suédoises avaient pourtant décelé une augmentation des cas de narcolepsie chez les enfants vaccinés. Je peux m'endormir dans différents endroits. Par exemple, si on est en voiture, je peux m'endormir en à peine 2 minutes, aussi vite que ça.
D'autres études ont abouti aux mêmes conclusions en Angleterre, en Irlande. Aujourd'hui, c'est en France. Une association de personnes atteintes de narcolepsie demande l'indemnisation du préjudice subi. Dans la vaccination, il y a toujours un facteur risque. Ok. Mais de là à faire attraper une maladie rare, je dis qu'il faudrait que les laboratoires, maintenant, assument. Mais en 2009, face à l'urgence pour fabriquer les vaccins, l'État s'était engagé à indemniser lui-même, à la place des laboratoires, les victimes d'effets secondaires indésirables. Si les expertises individuelles apportent la preuve qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent expliquer cette narcolepsie chez les patients, nous indemniserons évidemment. Les chercheurs estiment que d'autres malades pourraient encore se faire connaître. Les résultats de l'étude française sont identiques, quelle que soit la marque de vaccin utilisée en 2009, chez l'enfant comme chez l'adulte. On a quand même dépensé 1,5 milliard, parce que n'oubliez pas qu'il y a les vaccins, mais il y a le Tamiflu. On a acheté des doses inimaginables de Tamiflu, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'on les a données aux pharmaciens pour qu'ils les donnent, et la date de péremption c'est avril 2010. Mais on a aussi acheté des millions et des millions de masques qui n'ont pas servi, des gels qui n'ont pas servi, ou peu. Donc on se retrouve avec quand même des dépenses qui sont l'équivalent de la totalité des dépenses, ou des déficits plutôt, des hôpitaux français. Ils nous ont vendu ces vaccins parce qu'ils ont dit au ministère, si vous ne les prenez pas maintenant, il n'y en aura plus pour vous. Et donc le ministère est allé un petit peu fort, un peu loin, on a acheté 94 millions en se disant, c'est toujours ça de prix si jamais c'est l'apocalypse. Je vous fais remarquer aussi qu'au mois de juin-juillet, on nous annonçait entre 20 et 30 000 morts. Et là, c'était évidemment très anxiogène. On a un petit peu appuyé sur le côté anxiogène de la chose. Il aurait fallu à ce moment-là lire les publications anglaises, américaines, qui montraient que cette grippe était une grippe pandémique. Mais pandémique ne veut pas dire que c'est dangereux. Pandémique, ça veut dire que ça touche tout le monde. Notre page médecine, maintenant, tout le monde se souvient de la vaccination massive contre le virus H1N1 organisée en 2009 par Roselyne Bachelot. Et bien 4 ans plus tard, des chercheurs français ont établi que ce vaccin n'avait pas été anodin pour tout le monde. Au moins 60 patients sont atteints de graves troubles du sommeil en France. Ils sont victimes de narcolepsie qui provoque des endormissements incontrôlables. Explication Christophe de Valambra, Bernard Benarme. En 2009, plus de 5,5 millions de Français ont été vaccinés contre la grippe H1N1. Une étude établit aujourd'hui une concordance directe entre cette vaccination et des cas de narcolepsie, une maladie qui provoque des endormissements soudains et incontrôlés. Les chercheurs estiment qu'en France, pour l'instant, environ 60 personnes ont contracté cette maladie après une vaccination H1N1. Probablement, il y a une protéine dans le vaccin et dans le virus lui-même qui peut favoriser la narcolepsie. On ne pouvait pas le prévoir, c'est vraiment un point important. Ça ne pouvait pas être considéré comme un effet secondaire au préalable, car aucun vaccin n'a déclenché la narcolepsie initialement. C'est une découverte fortuite, je dirais. Dès 2010, des études finlandaises et suédoises avaient pourtant décelé une augmentation des cas de narcolepsie chez les enfants vaccinés. Je peux m'endormir dans différents endroits. Par exemple, si on est en voiture, je peux m'endormir en à peine 2 minutes, aussi vite que ça. D'autres études ont abouti aux mêmes conclusions en Angleterre, en Irlande. Aujourd'hui, c'est en France. Une association de personnes atteintes de narcolepsie demande l'indemnisation du préjudice subi. Dans la vaccination, il y a toujours un facteur risque. Ok. Mais de là à faire attraper une maladie rare, je dis qu'il faudrait que les laboratoires, maintenant, assument. Mais en 2009, face à l'urgence pour fabriquer les vaccins, l'État s'était engagé à indemniser lui-même, à la place des laboratoires, les victimes d'effets secondaires indésirables. Si les expertises individuelles apportent la preuve qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent expliquer cette narcolepsie chez les patients, nous indemniserons évidemment. Les chercheurs estiment que d'autres malades pourraient encore se faire connaître. Les résultats de l'étude française sont identiques, quelle que soit la marque de vaccin utilisée en 2009, chez l'enfant comme chez l'adulte. Je rappelle avec le vaccin H1N1 ce que ça a donné. Malheureusement, toute une série de gens ont compris trop tard avec des maladies terrifiantes. Ce sont les mots de l'ex-commissaire à la santé européen qui a dit que c'était des expériences terrifiantes vécues par les centaines de patients qui ont eu des narcolepsies. Une possible disparition du coronavirus au printemps, c'est ce qu'assure Didier Raoult. Dans une vidéo publiée sur le site de l'Institut qu'il dirige, le microbiologiste affirme même que l'épidémie est en recul à Marseille. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. De son côté, l'Agence régionale de santé recense une baisse des nouveaux cas recensés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 310 nouveaux cas le 6 avril dernier, contre 132 ce mardi. Pour autant, rien n'indique selon elle que le virus recule. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours, une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression. L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines. Parler de disparition du virus dès le printemps, trop prématuré pour ce spécialiste. Sur quels éléments affirmer qu'il va disparaître? Parce que la température va augmenter, on n'en a aucune incertitude. Parce que d'autres, par exemple, épidémies ont été saisonnières, mais elle est nouvelle, celle-là, personne n'avait prévu son intensité. Nous sommes dans l'inconnu. C'est une nouvelle vidéo sur la page YouTube de son institut qui fait encore une fois beaucoup parler. Le professeur Didier Raoult se montre très optimiste sur l'issue de la pandémie, du moins à Marseille. Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés. Le professeur présente uniquement les chiffres de l'IHU Méditerranée Infection dont il est le directeur. Et s'il voulait jouer la carte de la provoque, faire réagir, c'est réussi. Beaucoup mettent en garde, appellent à la prudence. Il ne faut pas, selon eux, faire de ces résultats très ciblés une généralité. C'est absolument déraisonnable d'extrapoler à partir d'un seul endroit d'observation
qui est donc les personnes qui viennent se faire dépister dans un seul des hôpitaux de Marseille. Il y a beaucoup d'autres hôpitaux à Marseille. Plus globalement, faire des pronostics sur la fin de l'épidémie est tout à fait prématuré, assure l'Agence régionale de santé de PACA. Nous enregistrons, c'est vrai, depuis quelques jours une diminution de la progression de l'épidémie, pas du tout une régression. L'épidémie va se poursuivre et ça va prendre encore des semaines. D'autant que cette tendance ne concerne pas uniquement la région PACA. Actuellement, 1894 personnes infectées par le virus y sont hospitalisées. Proportionnellement au nombre d'habitants, c'est beaucoup plus qu'en Bretagne, qui compte seulement 514 hospitalisations. On observe qu'il y a une hétérogénéité de l'attaque du Covid-19 dans les différentes régions françaises. Et on pourrait très bien entendre les départements de la Lozère, des départements du Morbihan ou des Landes se prévaloir d'une évolution meilleure qu'ailleurs, alors qu'ils sont moins touchés par l'épidémie que les départements du nord et de l'est de la France. Quand on regarde et qu'on fait des paris sur le caractère saisonnier, premièrement l'OMS a alerté sur le fait que ce virus n'était pas très thermolabile, c'est-à-dire que la chaleur ne suffisait pas à le détruire. Et on voit bien que dans les autres pays qui sont proches des zones équatoriales, et notamment si on prend l'exemple de l'Afrique n'est pas indemne de la maladie. Aujourd'hui, les théories du professeur Raoult sont prises en compte au plus haut niveau de l'État. Après d'avoir rencontré l'infectiologue la semaine dernière à Marseille, ce matin sur RFI, Emmanuel Macron lui a rendu un hommage appuyé. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique. Pour autant, pas question de suivre aveuglément l'infectiologue. Nous n'avons aujourd'hui aucun traitement reconnu, tient à rappeler le président de la République. Celui prôné par Didier Raoult doit être testé, dit-il. C'est le cas à Montpellier, où sa méthodologie est remise à plat dans le cadre d'un essai clinique. Depuis le début de la crise sanitaire, le professeur est devenu une personnalité publique appréciée des Français et dont chaque prise de parole est attentivement suivie. En janvier, il déclarait que le Covid n'était pas plus dangereux que la grippe, avant d'annoncer un mois plus tard avoir trouvé un remède miracle. Et vous le voyez au quotidien, on sait tous que la grippe est une maladie contagieuse, ça ne nous empêche pas d'embrasser nos proches ou d'aller travailler quand on a la grippe et de contaminer les gens dans notre environnement. Donc nous ne savons pas pour l'instant contrôler les épidémies d'infections respiratoires et d'apprendre à faire ça, même au prix d'une peur peut-être excessive en cette occasion, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de risque de transformation de ce virus H5N1 que d'un autre virus grippal. Merci en tout beaucoup. cas, ceci nous prépare à une éventuelle pandémie. Merci beaucoup, monsieur Raoult, d'avoir répondu à nos questions en direct de Marseille. Mais l'argument de Didier Raoult, c'est de dire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, donc allons-y. Une phrase de nouveau de Christian Estrosi qui dit quand il y a la guerre, on ne peut pas faire des tests pendant 6 mois sur des souris. Est-ce que cet argument de l'urgence, Alain Boer, à votre avis, peut être retenu dans ce contexte-là? On est face à un traitement. D'ailleurs, je précise que là, en ce moment même, à l'heure où on se parle, devant le service du professeur Raoult, il y a des Marseillais qui veulent se faire tester et qui sont volontaires pour prendre ce traitement-là. Non mais je crois que le professeur Raoult, il a réglé la question. Voilà, il y a une guerre d'ego, une guerre de caractère, une guerre de personnes, une guerre d'image. Le professeur Raoult lui-même se compare assez facilement comme une espèce d'atypique parmi les atypiques, mais il faut lire le CV du professeur Raoult. C'est pas un kéké marseillais en délire. Il a un CV à rallonge, il a les plus hautes distinctions scientifiques, il a les plus grandes publications. Alors la chloroquine existe depuis le XVIIe siècle. Les Péruviens s'en servent depuis le XVIIe siècle. Elle est dans le tableau médical depuis 70 ans. C'est l'armée française qui a commencé à s'en servir contre le paludisme. Tous les effets secondaires possibles et imaginables sont connus. Il y en a, c'est vrai, la rétine, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, ils sont connus, ils sont identifiés. Il y joue sa réputation. Mais il ne se passe rien, les gens pas malades seront pas malades, les gens qui devaient être sauvés sont sauvés, les gens qui doivent mourir vont mourir. Ça sert à quelque chose, ça sauve des centaines ou des milliers de vies, ça évite la thrombose de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on attend? Le professeur Raoult, il a réglé la question à Marseille. Christian Estrosi, il a réglé la question à Nice. N'importe qui peut la régler où il veut, car le problème qui est posé aujourd'hui est la décrédibilisation temporelle du fait qu'on n'a pas le temps. Grippe, malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. Les épidémies sévères coûtent selon la Banque mondiale 570 milliards de dollars par an. Alors pour financer la lutte contre ces fléaux dans les pays en voie de développement, l'institution a créé en 2017 un instrument financier original, les Pandemic Bonds, des sortes d'assurances. Voici comment ça marche. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Pour ce professeur de finance, ces Pandemic Bonds sont un outil intéressant. Si vous y réfléchissez, c'est un système bien pensé, parce que l'alternative serait que les pays donateurs financent eux-mêmes les besoins des États touchés, disons avec 300 millions. Au lieu de ça, ce sont des investisseurs qui fournissent ces 300 millions, parce qu'ils touchent des intérêts payés par les pays donateurs. Donc ceux-ci payent bien moins que s'ils versaient directement l'argent. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces Pandemic Bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes.
Si vous passez en revue des critères du prospectus de ces obligations, vous savez, c'est une zone grise. Les virus concernés, le nombre de décès, la vitesse d'évolution, le début de la pandémie, ce sera donc très difficile de voir réellement ces obligations liquidées. Une économiste qui a travaillé pendant 30 ans pour la Banque mondiale accuse dans la prestigieuse revue Nature, pour Ebola, cet outil financier a été conçu pour échouer. D'autres critiques, tout aussi cinglantes, par d'autres économistes dans un journal scientifique de renom. En tant que tel, dans son format actuel, le système semble favoriser les investisseurs du secteur privé au détriment de la sécurité et de la santé mondiale. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières qui intervient lors de ces épidémies pour avoir leur avis. Les critères pour débloquer ces assurances seraient des critères qui ne seraient pas bons pour Médecins sans frontières. Donc il faut attendre que la crise ait duré pendant plus de 80 jours, qu'elle soit internationale. Donc les fonds sont débloqués de façon tardive par rapport au début d'une urgence. Ce sont des critères qui nous feraient prendre trop de risques lorsqu'on démarre une réponse à une urgence. Même ce partisan des pandemic bonds pense qu'elles ont quelques défauts. Les fonds ne sont versés qu'après l'éclatement de la crise, pas avant. Idéalement, il faudrait un instrument qui protège les pays et les aide à prévenir les pandémies plutôt que de les aider à payer pour les dégâts quand les personnes commencent à mourir. L'actuelle pandémie, 6513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus, et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Ces obligations pandémiques pourraient être libérées aux alentours du 23 mars. Peut-être, en partie, pour la première fois de leur existence. Alors, c'est très intéressant de voir que pour cela, il faut, et là je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe qui s'appelait Gershom Scholem, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule « Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme », que j'ai lu crayon à la main, qui est mort en 1982, qui a l'origine d'un juif allemand, et qui donne une explication du messianisme juif. Donc j'ai dit que le rabbin Ben Amosek dit que c'est à la fin. Bon. Et que pour accéder à cet idéal, permettant donc le retour d'un jardin d'Éden, d'un nouveau jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui, dans l'idéal du messianisme juif, passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions. Et ces catastrophes, révolutions permettent de rebondir pour peu à peu, à nouveau, relancer une course pour aboutir, en fin de course, à l'arrivée du Messie. Et pour cela, je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien, Gershom Scholem, sur le messianisme juif. La citation est un peu longue, mais elle est très profonde, et chaque mot a son importance. Avec des répercussions politiques, économiques, militaires, puis regardons ce qui se passe dans le monde. Et après avoir lu cela, vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif. Je cite Gershom Scholem, « Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale. Bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes, où on les rencontre de façon plus ou moins explicite. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Je reprends cette phrase. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Messianisme juif, Gershom Scholem, pages 31 et 32. C'est-à-dire que quand on lit ça, ça veut dire que l'arrivée de leur Messie, qu'ils attendent en bout de course, ne peut arriver que dans la souffrance, par des révolutions, des catastrophes, j'allais dire par le principe de Ordo ab Chaos, et que peu à peu, grâce à ces souffrances, à ces guerres, à ces révolutions, et après tout, la révolution de 1789 en est le prototype le plus parfait. D'ailleurs, je cite à un moment donné un passage de Gershom Scholem sur la Révolution française, que je citerai tout à l'heure plus exactement
quand je parlerai des branches comme Sabbath-Esfi, Jacob Frank, où il parle de la Révolution française qui correspondait finalement à cet idéal de catastrophe pour passer à une étape supérieure. La citation est un peu longue, mais elle est d'une profondeur. Bon. Donc c'est très intéressant de voir que le Messie que les Juifs attendent toujours, c'est en bout de course, j'ai repris ce qu'a dit le rabbin Ben Mosek, et pour y arriver, il faut des catastrophes, des révolutions, des cataclysmes. Et plus c'est lourd, plus ces révolutions sont lourdes, puissantes, etc., plus on accélère l'arrivée de ce Messie. On peut dire qu'on est dans une période assez prolifique. J'osais à peine le dire. Exactement, cette rentrée, elle aura bien lieu le 31 août pour les professeurs et le 1er septembre pour les élèves. Le ministre précise qu'il pourra y avoir des exceptions locales, évoquant notamment l'échelle d'une école, d'un établissement ou d'un territoire. Que se passera-t-il si un cas est détecté dans un établissement? Eh bien tout d'abord, des tests seront immédiatement pratiqués. Des tests seront immédiatement pratiqués sur la classe et sur l'école. Cela permettra de remonter la chaîne de contamination avant une possible fermeture de l'école ou de cette classe qui devra ensuite porter un masque. Eh bien, les parents sont clairement informés de la procédure lors de la survenue d'un cas, qu'il concerne son enfant ou un autre élève. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Article 1111-4 Loi Kouchner 2002. Le Covid chez l'enfant peut prendre toutes les formes. Et deux vaccins nous paraissent importants. L'Académie de médecine l'a souligné d'ailleurs, c'est l'extension de la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le rotavirus, qui est la première cause de gastroentérite des jeunes enfants, celle qui conduit à de très nombreuses consultations. Face à une rentrée qui approche, les pédiatres exhortent aussi les pouvoirs publics à mieux définir les situations dans lesquelles les plus jeunes doivent être dépistés. Et ceux qui véhiculent le virus de la grippe, ce sont les enfants. C'est les enfants qui donnent ça à leurs grands-parents, en pratique. Je suis très attentif, je fais attention à ce que font mes enfants. Et donc c'est dû au fait qu'il y a une charge virale, beaucoup plus importante chez les enfants, c'est-à-dire que quand on fait la PCR chez les enfants, quand on regarde le nombre de particules virales, chez les enfants il y a beaucoup plus, 1000 fois plus peut-être, qu'il y en a chez les adultes. Et donc c'est eux qui sont les vecteurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, dans de plus en plus grand nombre de pays, on fait la vaccination pour la grippe à toute la population. Ce qu'on fait en Angleterre, ce qu'on fait aux États-Unis, on vaccine tout le monde, parce qu'on sait depuis une vingtaine d'années, c'est un travail qui avait été fait au Japon, que la vaccination des enfants, à l'époque les Japonais vaccinaient à l'entrée à l'école, la vaccination des enfants diminue le nombre de morts chez les sujets âgés, sans qu'eux-mêmes soient vaccinés. Donc le véhicule de la grippe, ce sont les enfants. Bonjour à tous et à toutes, nous allons traiter très rapidement, je l'espère, de la question de Didier Raoult, c'est-à-dire chercheur et scientifique de Marseille, assez réputé, et avec lequel on nous rebat les oreilles du matin au soir depuis à peu près 72 heures, voire un peu plus. Donc très rapidement, Didier Raoult est chercheur, scientifique et spécialisé dans les maladies infectieuses et surtout sur les virus. Il a longtemps travaillé effectivement sur ce qu'on appelle, ce qui est mentionné sans cesse sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis une semaine, sur la chloroquine, sur ses effets, notamment sur le paludisme et bien d'autres virus encore. Et il a travaillé sur de très nombreux virus et bon voilà, il a une certaine réputation qui est indéniable. Maintenant, quelle est-elle en détail? On ne le saura jamais, seules les personnes qui ont travaillé avec lui peuvent le savoir. Mais a priori, c'est un homme tout à fait compétent, qualifié du moins dans sa branche. Bon. Alors dans un premier temps, j'ai encensé le professeur Didier Raoult parce que je considérais que ses analyses étaient tout à fait, disons, authentiques et qu'elles étaient validées par un certain nombre de preuves qu'il mettait en avant. Alors je suis toujours d'accord d'une certaine façon avec lui par rapport à la question des chiffres.
quand il explique que ce virus n'est pas si grave que cela, et que quand on regarde le nombre de morts qu'il a causé actuellement dans le monde, c'est pratiquement rien par rapport à la grippe et aux autres virus respiratoires, notamment la vingtaine qui existent en France et dans le reste du monde, il y en a même plus ailleurs. Effectivement, je suis d'accord avec cette question-là, je rejoins aussi parfaitement les analyses qui sont faites par rapport à l'Italie sur le fait qu'il y aurait 99% de personnes qui meurent en Italie en raison principalement de leur grand âge, de leur âge avancé, et du fait qu'ils ou elles avaient, disons, plusieurs pathologies chroniques assez graves, notamment des maladies cardiovasculaires, donc en soi, c'est pas un mystère de savoir que malheureusement ces gens-là meurent non pas du coronavirus, mais de leur maladie qui aurait été, entre autres, majorée par le coronavirus, ou par sa grippe. Les gens disent que c'est une grippe un peu plus grave, mais c'est pas vrai dans les faits. Alors, si j'ai encensé le personnage dans un premier temps, c'était un peu comme moi, comme d'autres, en fait, depuis le mois de janvier, on met en avant le personnage de Didier Raoult, on met en avant ses vidéos, ses articles, et ainsi de suite, et je dois dire que ça a été un peu précipité. Étant assez prudent sur cette question du mondialisme, des origines idéologiques des uns et des autres, et de leurs orientations, j'ai pas vérifié le CV de Didier Raoult, à vrai dire, pour savoir exactement quelle était sa pensée, politique, idéologique, sociale, économique, raciale ou autre. Et puis, il y a environ 48 heures, je me suis intéressé à tout cela, parce que j'estime que désormais on a franchi un nouveau cap. Didier Raoult est passé du statut, en même pas une semaine, de paria, ça a été très rapide, à personnage médiatique, extrêmement important, surmédiatisé même, on ne parle que de lui. Vous tapez chloroquine sur internet, dans Google Actualité ou peu importe, son nom apparaît systématiquement. Pour un individu qui est un paria, c'est quand même très étrange. Il était dans le comité scientifique. Par ailleurs, il a été dit aujourd'hui par le fameux, notre camarade Ben Allah, vous savez très bien de qui je veux parler, qu'en vérité Didier Raoult était au téléphone systématiquement tous les jours avec le président de la République pour parler de l'avenir de la France, tant par rapport à la question de la chloroquine que concernant les traitements qui seront ou pas administrés aux Français. Des dissidents et des parias qui sont systématiquement combattus par un système, j'en connais pas beaucoup de ces dissidents qui sont au téléphone avec le président d'une république judéo-maçonnique systématiquement au téléphone. C'est impossible, si vous voyez ce que je veux dire, à moins que ce soit des dissidents au pot de lapin. Ou alors une opposition contrôlée, mais on va voir ça. La question de la chloroquine aujourd'hui fait débat plus vraiment sur ses effets, mais sur l'argent, c'est-à-dire le pognon que ça va générer par rapport au lobby pharmaceutique, par rapport au laboratoire, puisque désormais tout le monde semble vouloir en fabriquer. Il y a une entreprise en Israël qui s'appelle Teva, qui affirme vouloir offrir gratuitement, depuis quand les sionistes font des cadeaux, 1 million de doses à l'Amérique, sans conditions, sans contrepartie. Bon, on rappelle au passage quand même un fait qui n'est pas négligeable par rapport à cette entreprise qui fabrique notamment de la chloroquine, Teva, T-E-V-A, donc elle se situe en Israël, c'est une entreprise de l'entité sioniste, n'est-ce pas, que la FDA, donc la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, a placé sur sa liste noire cette entreprise dès 2018 pour des raisons de concurrence déloyale. Alors est-ce qu'il y a une volonté de cette entreprise de, comment dirais-je, offrir sa chloroquine, qui va peut-être même pas marcher par ailleurs, sur les Américains ou d'autres, dont le but d'être retiré de cette liste et bien d'autres mystères que nous ignorons pour l'instant. On peut se poser la question. Le représentant de Teva aux États-Unis, a priori qui n'est pas juif, qui est sûrement très sioniste, mais a priori le nom qui n'est pas juif, Brendan O'Grady, ça sonne plus irlandais ou écossais, a été pendant une dizaine d'années employé de Sanofi, c'est-à-dire le principal laboratoire en France, et je crois au Maroc aussi, qui propose de fabriquer ou de distribuer 300 à 350 000 boîtes de chloroquine aux Français. Donc là, vous regardez comment le lobby Big Pharma, pour parler vulgairement, s'organise pour distribuer la chloroquine. À croire que on passe de coronavirus gate à chloroquine gate, c'est-à-dire on passe d'un virus dont on ne sait pas très bien quelle est l'origine, bon, jusqu'à l'heure on nous a parlé de chauves-souris, de pangolins, etc., mais en fin de compte nous ne savons pas, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a effectivement cette question du laboratoire dans la province de Wuhan qui fait débat, notamment en raison du couple Buzyn-Lévy, des gens qui sont d'origine islando-norvégienne, toujours pareil, qui sont mêlés à ce laboratoire, et qui, par ailleurs, aurait eu un conflit d'intérêts justement avec Didier Raoult. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous savez très bien que dans le monde du mondialisme, d'ailleurs comme dans tous les univers, il y a des conflits d'intérêts qui sont réguliers, ce qui ne veut pas dire pour autant, parce que les internautes sont tellement faibles et ils sont des gens de la masse, c'est-à-dire des moutons, parce que le professeur Raoult aurait eu un conflit avec monsieur Lévy et madame Buzyn, ou le couple Lévy-Buzyn, ou le couple Balkany, enfin bref, ça signifierait que l'un est un dissident, en gros, quasiment soralien, que les autres seraient des sionistes. Et puis voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Ça marche pas comme ça, je suis désolé, le mondialisme, ce sont des oppositions. Il y a un judaïsme politique de droite, il y a un judaïsme politique de gauche, il y a un judaïsme qui est dans la quête d'un messianisme tout de suite et maintenant, et il y a un judaïsme politique qui considère que non, tout passera d'abord par le sionisme, par Israël, par un nationalisme juif. Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est pas de s'intéresser à comment ces gens-là s'articulent. Ce qu'il faut, c'est regarder quel est leur credo, quel est leur dogme et quelles sont leurs finalités. S'ils ont le même dogme et les mêmes finalités, c'est la même équipe, terminé. Après, les ramifications, ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut dire, et ce qu'on pourrait même ajouter, c'est est-ce que cette histoire de la chloroquine n'arrive pas au bon moment, justement pour renflouer les caisses de Big Pharma, qui sont peut-être pas forcément vides par ailleurs, et après c'est des supputations, tout ça encore une fois, mais on verra bien, mais c'est quand même hallucinant de voir que tout d'un coup, la chloroquine qui était quasiment
boycotté en Occident au début de ce Covid-19, mais qui était largement utilisé en Chine, en Iran, en Corée du Sud, dans des pays qu'on considère comme étant des pays fous, des pays non alignés, notamment l'Arabie Saoudite aussi, qui l'utilise depuis son SRAS du chameau il y a quelques années. Là, subitement en Occident, on l'utilise, après l'avoir en gros rejeté. Et on a fait de Didier Raoult un paria, une espèce de personnage dissident, comme si on avait créé un dissident en fait, mais un faux dissident qui est en lien avec les plus hauts sommets de l'État, c'est-à-dire Macron, le système, le comité scientifique, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est les tests et les effets réels, qui sont énormément contestés. Moi, personnellement, je suis de l'avis de ceux, chinois, iraniens, etc., qui considèrent qu'on peut utiliser la chloroquine et l'azithromycine pour traiter les personnes qui sont dans les cas les plus graves ou qui ont, disons, certaines complications, pas forcément les plus graves, mais qui ont au moins, disons, été infectés et qui seraient face à certaines complications. Moi, je pense que ça peut être utile, à condition de connaître le patient, de connaître ses antécédents, de bien vérifier les effets secondaires, et vérifier aussi s'il n'y a pas comment dirais-je, d'incompatibilité avec le traitement chronique de la personne, si elle a une maladie chronique, etc. Bon, après, ça, ce sont les scientifiques qui traitent de tout cela, moi je suis pas scientifique, donc voilà. Moi je pense que ça peut être une bonne chose. Ceci étant dit, les tests faits par Didier Raoult, bien qu'ils ont l'air concluants, sont quand même extrêmement faibles. 24 patients, tous prévenus, pas d'effet placebo. La majorité de ceux qui ont reçu le traitement à la chloroquine étaient des personnes qui n'avaient même pas de symptômes très forts, ils avaient des symptômes plutôt faibles, plutôt mineurs. De surcroît, les personnes qui ont été tout de suite écartées des 24, ce sont des personnes qui, eux, justement, avaient des symptômes beaucoup plus graves. Je crois même qu'il y a une personne là-dedans qui est morte. Donc c'est dire à quel point on a vraiment ciblé la recherche et les tests sur une catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes qui, visiblement, n'étaient pas bien souffrantes. Et tests très largement contestés, je ne parle pas du système ou de ceux qui sont en face, comme la soi-disant spécialiste de l'hôpital Saint-Antoine et les autres, mais plutôt de personnes qui bossent dans des laboratoires et qui sont très proches justement des scientifiques comme Didier Raoult et qui expliquent que non, c'est beaucoup trop prématuré pour pouvoir donner des conclusions qui iraient dans le sens d'une utilisation générale, y compris pour les cas les moins graves. Ça, après tout, j'ai envie de dire, ça relève de la science et des chercheurs, donc on verra bien. Maintenant, je vais m'intéresser au profil, disons, idéologique et spirituel, si je puis dire, et des idées politiques de Didier Raoult, parce que ça, c'est mon domaine. Le domaine scientifique, c'est pas mon domaine, donc je ne rentre pas en détail là-dedans, si ce n'est la question des laboratoires, et l'obsession pour la chloroquine soudaine, alors qu'il y a encore un mois, on nous disait que c'était même pas la peine d'en parler. Là, c'est devenu un sujet international, tout le monde en veut. Israël en propose 1 million aux États-Unis, Sanofi en propose 350 000 boîtes à la France et au reste du monde. Lui, le Raoult, s'acharne pour la vendre, pour la faire, fabriquer, la répandre, etc. Pour qui, pourquoi? On verra bien. Apparemment, il aurait déjà eu d'autres conflits, notamment aux États-Unis, il y a des années auparavant, avec des produits qu'il aurait fait utiliser sur une certaine catégorie de population qui n'aurait pas marché. Après, ça a vérifié, ça, encore une fois, j'ai pas de preuves vraiment concluantes à ce niveau-là. Le profil idéologique du personnage. Alors, moi, c'est assez drôle, je dois dire, c'est quelque chose qui est passé totalement inaperçu, et les masses humaines sont tellement désespérées, ont tellement peur d'attraper le Covid-19 et d'en mourir, que vous pourriez leur expliquer que tel ou tel chercheur qui promet un vaccin ou un médicament pour un virus qui est en train de faire des dégâts, que cet homme est un pédophile, un tueur psychopathe, on me dirait, on s'en moque, on veut le médicament quand même. Donc là, vous voyez que les gens, quand ils sont soi-disant en souffrance, ce qu'ils ne sont même pas, parce que l'on ne parle même pas des personnes qui sont en réanimation, qui sont malades, on parle simplement, si vous voulez, de gens qui n'ont même pas été infectés, mais qui ont tellement peur de mourir ou d'être infectés qu'ils sont prêts à tout pour ne pas mourir, parce que ils sont piégés dans l'idéologie matérialiste et consumériste, et ils ont bien l'intention de rester sur Terre encore 50 000 ans s'ils le pouvaient. Bon. Didier Raoult d'abord est très proche de Christian Estrosi, qui est un sioniste notoire, vous le savez très bien, pas très islamophile par ailleurs. De toute façon, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand on est sioniste, on est toujours islamophobe. L'un va toujours avec l'autre, c'est inévitable. Et d'une certaine façon christianophobe aussi, du moins du catholicisme intégral, et non pas d'un christianisme revu et corrigé par la synagogue, comme certains cathos, Vatican II et d'autres, soi-disant d'extrême droite, le sont aujourd'hui. Bon. Raoult explique, dans une tribune du magazine Le Point, en 2012, le français de souche n'existe pas, c'est le titre de l'article. Bon, sans vouloir, moi personnellement je ne suis pas racialiste, je défends des idées, des valeurs, des principes forts qui sont totalement contraires au mondialisme judéo-maçonnique, mais pour autant, je dois dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes aujourd'hui sur Terre qui ouvertement combat le racialisme et le racisme, c'est les croyants de base, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, c'est-à-dire ceux de ce que j'appelle l'ancien monde, c'est-à-dire le monde traditionnel dans lequel on a été avant 1789 pour les Français catholiques, 1924 pour les musulmans via l'abolition du califat. Effectivement, les croyants, les vrais, sont universalistes, et ils le sont pour des raisons de regrouper l'humanité à travers la même croyance, la même foi, et dans bien évidemment quelque chose qui relève de la foi, de la spiritualité. Il n'y a aucune autre idéologie sur Terre, à part l'idéologie mondialiste et cosmopolite, qui fait la promotion de l'antiracisme. Et là, c'est pas pour des buts de rassemblement à travers une tradition conservatrice, c'est dans l'objectif d'aller vers le cosmopolitisme dégénéré, vous savez, qui fait la promotion de toutes les tares dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Depuis le début de l'arrivée du coronavirus, paraît-il qu'il y a une explosion de la pornographie en termes de consommation et d'achat de produits genre sextoy, etc. dans les magasins spécialisés sur ce genre de choses. Vous voyez le niveau civilisationnel, si je puis dire, des Français et des Européens. C'est
kaliougesque, comme diraient certains, c'est l'âge de fer, c'est la fin des temps, c'est la fitna généralisée. C'est une horreur. Bon. Alors, le français de souche n'existe pas, donc ça sonne très BHLien tout ça, n'est-ce pas? Bon, par exemple. Mais alors je crois, le plus drôle, c'est dans un autre article, où il parle des juifs. Je crois que le titre de l'article c'est « Les juifs et le coiffeur » ou « Les coiffeurs ». Et il explique que l'antisionisme de gauche est un antisémitisme déguisé. Tiens donc. Ça, ce sont les propos habituellement de Manuel Valls, plus récemment d'Emmanuel Macron sur ordre du CRIF. Donc vous savez que les crifistes ou les crifiens, les sionistes de façon générale, affirment que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme déguisé. Et là, c'est bien ciblé dans l'article. L'antisionisme de gauche. Donc là, qui dit gauche, va nous amener à l'islam d'une façon ou d'une autre, aux musulmans, etc. Donc j'imagine qu'il n'est pas très islamophile. Mais on va voir que c'est très drôle. J'avance, on va citer quelques citations, vous allez voir, ça vaut le détour. Donc il écrit dans un article « Le mythe du blanc joue toutefois un rôle extraordinairement important dans le symbole de la pureté, dans la définition des races, qui n'est pas non plus raisonnable, personne n'est blanc, et ce mythe s'étend à la politique, où l'on espère que l'on va trouver des hommes enfin entièrement blancs. » Donc là on rejoint parfaitement l'idéologie cosmopolite métissolâtre, c'est-à-dire les blancs n'existent pas, la race blanche n'existe pas. Bon, moi personnellement je suis pas racialiste, donc tout ça c'est pas mon combat. Mais comme je dis, je le répète, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes, enfin, il y a deux catégories de personnes, trois catégories de personnes qui sont dans l'antiracisme. Il y a le monde traditionnel chrétien-musulman, mais eux on les oublie, ils n'ont aucun impact aujourd'hui. Et il y a les cosmopolites, et le troisième point, c'est surtout le judaïsme politique. Ceux qui font la promotion du métissage, etc. en Occident, c'est qui? C'est ceux qui font la promotion de l'immigration, c'est-à-dire les Attali, les Soros, les Bouygues, ce sont les Israël, hein, des organismes et des associations sionistes qui ont pour objectif d'aider les migrants à passer en Grèce ou en Italie ailleurs, alors qu'eux ne sont même pas fichus de rendre leur terre aux Palestiniens. Vous voyez un petit peu là, c'est ce qu'on a expliqué depuis des années, c'est que le sionisme, le judaïsme et le sionisme, c'est nationaliste chez soi, en Israël, ultra méga cosmopolite, métissolâtre et immigrationniste chez les autres. Ça c'est clair, ils le sont très clairement. Vous voyez de toute façon, il n'y a qu'une question qui est très simple à poser, ils sont même rentrés dans des débats considérables, parce que certains nous disent qu'Israël est une démocratie. Il n'y a aucune démocratie libérale libertaire au monde, si on prend l'exemple d'Israël comparé à la France, qui empêcherait, ou qui obligerait plutôt, que le président de la nation soit forcément de confession juive et issu de la communauté juive, c'est-à-dire ethniquement, racialement, parce que ces gens-là sont racialistes. Est-ce qu'un président musulman arabe pourrait devenir président en Israël? C'est impossible, ça contredit la constitution et tous les principes de l'État. Donc c'est pas une démocratie, c'est pas un État libéral libertaire, au revoir, merci. Donc Didier Raoult, dans son article que je vais citer après, il ment, voilà, très clairement. Bon. Ou alors il se trompe gravement, il n'est pas au courant de ce qu'est Israël. Dans une autre citation, la moyenne des émigrants en France est plus diplômée que la moyenne des Français, et près de 50% des étudiants en thèse ou en formation post-doctorale en France sont d'origine étrangère. Si on avait empêché depuis les années 70 les Syriens d'immigrer en France, nous aurions 2 entreprises de taille mondiale en moins. Ceci peut aider à réfléchir, ça c'est dans Le Point le 16 février 2017. Vous avez bien entendu, les migrants, les émigrants, les immigrés, peu importe, font mieux que les Français à l'école, partout. Ben oui, bien sûr. Il suffit de sortir dans la rue, dans les banlieues, etc., de vérifier, histoire de rigoler un petit coup. Donc ça, pour le coup, l'antisionisme de gauche, ça l'intéresse pas Didier Raoult, par contre les idées gauchistes, waouh, c'est vraiment une obsession. Autre article, le 12 août 2016. Les humains modernes sont des métis de différents humains archaïques. Le multiculturalisme et le métissage ne sont pas des choix, c'est juste l'histoire et la nature des choses. Il n'existe pas de système humain étanche. Le 12 août 2016 dans Le Point. Donc là, je crois que c'est clair, c'est du atalisme. Je veux dire, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je suis pas racialiste, etc. Mais voilà, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes, 2 catégories de personnes qui parlent comme ça aujourd'hui. Les mondialistes de la synagogue et ceux qui sont ralliés à eux, les francs-macs, etc. D'ailleurs, est-ce que Didier Raoult est franc-maçon? Dieu seul le sait, certains nous apporteront peut-être la preuve. Bon, donc là, on est clairement dans le atalisme révolutionnaire, on est dans le sorosisme, le multiculturalisme et le métissage ne sont pas des choix, ça nous est imposé. Donc le métissage, je ne sais pas, par contre le multiculturalisme, oui effectivement ça nous est imposé partout. C'est ce que certains essayent de faire aujourd'hui, notamment dans des pays d'Europe de l'Est qui tentent de se préserver du mondialisme et de ses idées, que ce soit la pornographie, les LGBT, le féminisme et toute la crasse qui nous envahit partout. Pareil au Maghreb, en Afrique, mais bon. D'ailleurs que certains afro-maghrébins qui soutiennent Raoult et tous les cosmopolites qui les protègent, par rapport au voile à l'université, j'ai entendu ça 50 fois, soient conscients que ces gens-là ont bien l'intention, dans vos bleds d'origine, de faire la même chose que ce qu'ils font en France depuis 1789. C'est-à-dire de faire de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le reste, des États cosmopolites où il n'y aura plus d'islam étatique, etc. Où il n'y aura plus rien de traditionnaliste, de conservateur et de culturellement religieux. Ou religieux, si on prend le cas du Maghreb. Ces gens-là ne s'arrêteront pas à la France. D'ailleurs, ils ont commencé chez vous aussi, via Soros et le reste. Alors là, on passe une autre étape. On va aller justement sur la question du sionisme, parce que c'est très intéressant. Parce que Didier Raoult donne des leçons de morale partout par rapport au fait de sauver des vies, etc. Parfait. Très connu en Israël pour la qualité de ses publications, le professeur Didier Raoult et son équipe luttent contre le coronavirus. En 2008, le prof Raoult a obtenu le prix Sackler Lecturer de l'université de Tel Aviv. Les travaux de Raoult ont été utilisés par les plus grands chercheurs israéliens. Selon The Marker, un hôpital israélien a été informé par un Français qui connaît bien le professeur de l'importance des travaux de professeur Raoult. Cet hôpital utilise pour lutter contre le coronavirus et à titre d'essai la chloroquine, un antipaludique, Ça, c'était dans Israel Valley Desk, le 18 mars 2020, donc c'était il y a 5 ou 6 jours.
Bon, il n'y a pas d'article sur le professeur Raoult en Palestine, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Bon. Donc déjà, il a reçu un prix en Israël, et il est très proche des milieux scientifiques israéliens, milieux scientifiques qui sont liés bien évidemment à Teva, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Là, je vais aller encore plus loin, et je vais m'arrêter, non, je ne vais pas m'arrêter d'ailleurs. C'est une tribune qu'il a publiée le 2 mars 2015, juste après, je crois, comment dirais-je, enfin, le Bataclan, n'est-ce pas Non, c'est pas le Bataclan, là, c'était, excusez-moi, tout ça va tellement vite, hein. Le mondialisme, c'est une accélération, je crois que c'est Charlie Hebdo, là. Les manifestants, voilà, auraient pu porter l'étoile jaune à côté de « Je suis Charlie » pour manifester leur solidarité avec les Juifs. Une étoile jaune, camarade. Ouais, le professeur Didier Raoult voulait que tu portes une étoile jaune. Ah oui, là, c'est hard. L'armée israélienne comprend de nombreux musulmans. L'armée israélienne comprend de nombreux musulmans. En particulier les Druzes. Les Druzes sont musulmans. Tout le monde sait très bien que les Druzes ne sont pas musulmans, ce sont des hérétiques dans l'islam, et n'importe qui peut le prouver très facilement, même Thierry Zarkon et ainsi de suite. Les Druzes, qui font la guerre au Hamas. Qui font la guerre au Hamas. Des musulmans qui font la guerre au Hamas. Dans la bande de Gaza, comme les Égyptiens, précise Didier Raoult. Comme les Égyptiens. Donc là, en gros, ils se félicitent de la colonisation. Ah oui, parce que combattre le Hamas, c'est vouloir récupérer Gaza. C'est évident. Combattre le Hamas, c'est combattre les Palestiniens. Il y a 1,5 million d'habitants, si je ne m'abuse, à Gaza. Je ne dirais pas que tout le monde est pro-Hamas, mais presque. En même temps, ils ont voté pour eux, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils les mettent au pouvoir. Bon, sans rentrer dans les détails, pour les Gazaouis, Hamas, c'est la fierté, c'est le nationalisme, le patriotisme islamique, c'est la défense de la terre contre l'invasion sioniste de la Palestine, ce que ne fait plus ni le Fatah, l'OLP, etc., qui sont des traîtres, et ainsi de suite, ils ont signé tous les accords, ils ont tout reconnu, bon, enfin bref. Donc en gros, les Palestiniens qui résistent et qui se battent sont des mauvaises personnes. Donc là, vous voyez la morale, quoi. Là, on est sorti du cadre scientifique. Donc vous voyez à quel point ces gens-là sont insupportables. Ce sont des scientifiques qui donnent leur avis sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, mais ils le donnent quand même. Mais là, on sent que c'est idéologique. On va se demander, mais pourquoi autant de sionisme, pourquoi autant de soutien à Israël, Didier Raoult, on va le voir peut-être après, qui font la guerre au Hamas de la bande de Gaza comme les Égyptiens. Hélas, les Juifs ne peuvent vivre dans certains pays musulmans, parfois pas même les traverser. Et le visa israélien sur un passeport peut vous empêcher de voyager dans un pays. Bah oui, Didier Raoult, c'est bien normal, hein. Les sionistes ont expulsé de la Palestine des millions de Palestiniens. Pourquoi les musulmans des autres pays n'en feraient pas de même? Pourquoi ces gens-là ne se défendraient pas contre l'espionnage israélien? Pourquoi ces gens-là accepteraient... Est-ce qu'on peut rappeler quand même que ce sont les pays musulmans qui ont accueilli majoritairement des Juifs à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce que ça leur a rapporté au final, si ce n'est des conflits, et si ce n'est d'avoir des espions dans leur bled, et si ce n'est par ailleurs aussi de voir de mystérieux attentats de synagogues, notamment en Égypte, sous Nasser, etc., dont on sait très bien aujourd'hui, ils ont été organisés par les services secrets israéliens pour faire fuir les Juifs, pour les pousser à faire leur alia pour aller peupler les territoires palestiniens. On pourrait aussi parler de Sabra, Shatila, de la Nakba, et ainsi de suite, mais tout ça, bien évidemment, c'est pas mentionné dans l'article, ni dans aucun des articles. Super. Enfin bref, on va pas refaire la question du sionisme, vous savez très bien que bon, c'est indéfendable, voilà, c'est évident. En effet, 20% des Israéliens sont de confession musulmane, et ont une représentation parlementaire comparable à celle de n'importe quelle démocratie. Tiens donc. Est-ce que Didier Raoult est au courant qu'en Israël, un musulman ne peut pas épouser une juive, ou alors ils sont obligés de déménager, de fuir, d'aller vivre en Cisjordanie ou à Gaza ou autre, par exemple? Est-ce que les lois raciales sont nommées dans l'article? Est-ce qu'on pourrait, parce qu'on parle de métissage depuis tout à l'heure, c'est bien. Est-ce qu'il y a un mot qui est dit sur les ratonnades organisées par le plus haut sommet de l'État en Israël et les plus basses milices dans les rues sur les migrants, blacks, africains, etc., qui viennent s'installer en Israël? Ça a été un sujet qui a été relayé partout sur Internet. Il y a même des journalistes en Israël qui ont relayé ça, qui ont été frappés, conspués, etc., pour avoir fait ce genre de documentaire et reportage. Est-ce qu'il y a un mot de dit ici sur l'expulsion systématique des Palestiniens de leurs terres, de leurs maisons qu'on détruit, à la place on y met des colonies, où il n'y a rien qui est dit à ce niveau-là. 20% est représenté dans le Parlement. Quel est leur impact? Ils ont quoi comme impact? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura jamais aucun président arabe ou musulman à la tête d'Israël, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas un État démocratique, c'est un État, comme dirait Alain Soral, c'est une théocratie militaire. D'accord? C'est un État religieux, militariste et raciste. Pas forcément à cause des Palestiniens, mais parce que, ils le disent toute la journée, qu'ils soient de droite comme de gauche, Israël c'est le pays des Juifs, et le pays de la race juive dans l'esprit de ces gens-là, ils le disent sans cesse. Alors moi je ne crois pas à l'existence d'une race juive, et n'étant pas racialiste, mais ces gens-là le sont énormément, par conséquent ils pensent qu'Israël c'est le pays de la race juive et de l'ethnie juive. Donc un arabe ou un musulman ne peut être président de la République, enfin d'Israël, c'est impossible. Donc parler de démocratie et de représentation parlementaire comparable à n'importe quelle démocratie, non je regrette. Ça c'est encore une fois une exagération et un bobard. Hallucinant. La proportion de juifs tués pour leurs origines est au même niveau en France qu'en Israël, pays en guerre. Pays en guerre. Israël est un pays maintenant, c'est plus une colonie, c'est un pays. La proportion de juifs tués pour leur origine est au même niveau en France qu'en Israël. Il y a autant de juifs qui meurent en France qu'en Israël. Waouh. Là pour le coup, tous ceux qui se basent sur les statistiques de Didier Raoult, je vous demande de faire très attention messieurs dames, puisque si c'est ça les statistiques de Didier Raoult, alors par rapport à la chloroquine, vous n'allez pas en sortir vivant camarades. Non, très sérieusement, c'est de la bêtise, c'est même plus de la bêtise, c'est carrément de la folie furieuse. Même Manuel Valls n'a pas été jusque là. Il est temps de stopper l'antisémitisme de gauche, déguisé en antisionisme. Donc ça c'est du Valls justement, c'est du Macron, c'est du CRIF, c'est du califat. Pour lutter efficacement contre la désinformation antisémite et ne pas laisser perpétuer l'idée que ce sont maintenant les juifs qui persécutent les autres religions. Voilà, on sent que c'est... Là c'est la guerre là pour le coup. Vous voyez, on sent un Didier Raoult très
très acharné sur cette question juive, cette question du sionisme, etc. Et bien on va voir pourquoi. Donc ça c'est paru sur internet aujourd'hui et hier, notamment sur des sites communautaires juifs, où on apprend que Didier Raoult, je cite, message de Zvi Amar, président du consistoire de Marseille, concernant le remède du professeur Raoult qu'il connaît car il est marié avec une juive, sa fille est Komeret Shabbat et ses enfants sont dans nos écoles. Donc Zvi Amar est le président du consistoire de Marseille. C'est un monsieur très sioniste qui a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir récupéré de l'argent sur une scène de crime pour ensuite plus tard la remettre aux enquêteurs. Mais je pense pas que son objectif c'était de la remettre aux enquêteurs à la base, mais ça on laissera la justice trancher. Bon, je pense qu'elle a déjà tranché. Donc visiblement, la femme de M. Raoult est juive, sa fille est Komeret Shabbat, je ne sais pas ce que ça veut dire, et les enfants de la fille, donc la fille de M. Didier Raoult, il me semble que c'est Lola Cohen Raoult. Donc a priori sa fille est aussi mariée avec un monsieur qui est juif, puisque Cohen Raoult, elle a le nom du père et le nom de son mari, je pense. La fille qui est psychiatre, la femme qui est aussi psychiatre, fille de Jacques Caïn, apparemment, qui lui était psychanalyste. Donc pour la psychanalyse, je vous renvoie au livre noir de la psychanalyse, et je vous renvoie, bah oui on va le dire quand même, on est honnête, même si c'est un affreux personnage, à Hervé Ryssen qui a suffisamment travaillé le sujet du freudomarxisme, et je pense que la meilleure étude c'est Kevin B. MacDonald aux États-Unis qui a travaillé férocement sur cette question, disons du freudomarxisme et de la psychanalyse qui en découle. Donc monsieur Zvi Amar explique, je le connais personnellement, il est sérieux, son remède est déjà utilisé en Chine, en Israël, ça a commencé hier, vous entendrez beaucoup de choses sur lui prochainement. Bon, très bien. Alors ensuite, on lit ça ce matin, non avant-hier pardon, dans Le Monde Juif, un journal communautaire de la communauté juive, où il est dit « Nous venons d'être contactés par le professeur Didier Raoult cet après-midi qui s'alarme du taux de contamination dans la communauté juive. Nous venons d'être contactés. » Donc le professeur Didier Raoult a appelé le consistoire de Marseille, comme ça, spontanément, parce qu'il s'alarme du taux de contamination dans la communauté. La communauté. Pas les communautés, pas la communauté nationale, la communauté juive. Bah oui. Qui est surreprésentée dans les cas de coronavirus. Surreprésentée. Ça, je ne savais pas. Et je pense que la majorité des gens n'en savent pas grand-chose. Certains arrivant au stade de la réanimation, indique M. Amar. Il nous demande de faire passer le message de veiller à respecter scrupuleusement les règles édictées et éviter les réunions familiales importantes, notamment pour le Shabbat et Pessa et ainsi de suite. Donc visiblement, M. Raoult connaît très bien le sujet, bien que lui ne serait pas de confession juive. Bon, je vais m'arrêter là, parce que, dans le fond, c'est pas très intéressant, si ce n'est que je sens que ça va être très difficile pour les masses de comprendre que oui, la chloroquine a un effet, peut-être, mais que c'est pas Didier Raoult l'inventeur, c'est pas le père de la chloroquine. Vous savez, dans les années 30, Louis-Ferdinand Céline a écrit un livre sur la chloroquine. Louis-Ferdinand Céline, camarade. Eh oui, il n'était pas que antisémite, il était aussi médecin. Ouais. Il a écrit un livre sur la chloroquine. Alors, je ne sais pas ce qu'il en dit exactement. Peut-être que les Céliniens pourront nous partager quelques passages de ce livre. Soit bon, tout à fait intéressant. Et les Chinois l'utilisent depuis, je crois, 1950. Pas forcément contre les grippes, etc., mais principalement pour le paludisme, mais sûrement aussi pour autre chose. Quant aux Saoudiens, aux Iraniens, aux Sud-Coréens, etc., ça fait des années qu'ils l'utilisent et sûrement pas sur ordre de Didier Raoult. Donc si vous voulez utiliser de la chloroquine, chers amis, qu'on bien vous fasse, mais vous n'avez pas besoin de ce sioniste, si vous voyez ce que je veux dire, qui crache sur la résistance palestinienne et sur les Palestiniens, tout en étant affilié au consistoire de Marseille, aux sionistes et à tous les crifiens de France avec un discours profondément valsiste, si je puis dire. Tout à fait détestable, tout à fait détestable. Je pense que quand on a un minimum de morale, justement, on ne reçoit pas de leçons de morale de ces gens-là. Parce que quand on n'est pas fichu de se désavouer du sionisme international et de ses crimes, à mon sens, on n'est pas fichu de soigner des êtres humains en France ou ailleurs. Et je m'arrêterai là sur ce. Bonne soirée, bonne nuit à vous tous et toutes. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. I don't mean no disrespect, but no way. I can't listen to you, I do this my own way. This is not a game, no, I don't play. And you wasn't game before, so now it's no way. No way. No